Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Alors, en plus des champs électriques, il existe aussi un autre champ qui s'appelle le champ magnétique et qui est produit par les aimants. Donc, si on prend par exemple un barreau aimanté, avec les deux extrémités qu'on appelle typiquement pôle nord et pôle sud, alors on a des lignes de champ magnétique qui sont comme ceci. Qui sont orientés, tout comme le champ électrique et là aussi le champ magnétique, en chaque point a une intensité et une direction. On voit d'ailleurs que la forme du champ magnétique est très proche, ou tout à fait identique, à celle du dipôle électrique. C'est pas un hasard. Les deux obéissent aux mêmes règles. Et on a donc pour un dipôle magnétique nord-sud la même configuration que pour un dipôle électrique. La seule grande différence, c'est qu'on peut isoler des charges électriques, mais on ne peut pas isoler les pôles des champs magnétiques, des aimants. Si vous coupez un aimant en deux, vous ne vous retrouverez pas avec un pôle nord et un pôle sud séparés, mais simplement avec deux aimants, chacun avec son pôle nord et son pôle sud. Et ce champ magnétique exerce des forces sur d'autres aimants, tout comme le champ électrique exerçait des forces sur les charges électriques. C'est ce qui fait que, par exemple, des aimants peuvent s'attirer ou se repousser, exactement comme avec les charges électriques. Il y a toutefois une différence importante, c'est que ce champ magnétique qui exerce une force sur les aimants ne dérive pas d'un potentiel. Alors, ça n'en fait pas une force non conservative, car si on prend par exemple une charge électrique en mouvement dans un champ magnétique, avec un champ magnétique qui passe, la charge électrique, par exemple un électron, va subir une force qui est perpendiculaire à ce mouvement et au champ magnétique. Et du fait que cette force est perpendiculaire au mouvement et au champ magnétique, la trajectoire de l'électron va être déviée, donc sa vitesse va changer d'orientation, mais pas de grandeur. La vitesse va garder la même grandeur. Et donc il n'y a pas de transfert d'énergie. On dit que le champ magnétique ne travaille pas. Les champs électriques et magnétiques sont très liés intimement. Ce sont deux facettes d'une même chose que nous allons voir d'un petit peu plus près. Par exemple, une charge en mouvement, une charge électrique en mouvement, crée un champ magnétique. Une charge électrique qui est en mouvement va créer un champ magnétique qui donne des lignes de champ circulaires, évidemment autour de chaque point. Donc on obtient un cylindre ainsi comme ça de lignes qui entourent la trajectoire le champ magnétique. Et de même, un aimant en mouvement qui se déplace va créer un champ électrique, un phénomène appelé induction. Par exemple, si on prend une bobine électrique, donc un ensemble de spires, et que l'on fait passer un aimant à l'intérieur, pendant le déplacement, il y a une tension, donc un courant qui peut passer dans la bobine, qui peut servir à alimenter une ampoule, par exemple. De même, tout champ électrique qui varie implique la création d'un champ magnétique. Et tout champ magnétique qui varie implique la création d'un champ électrique. Le lien est vraiment très intime entre les deux. Et on peut le mettre en évidence ainsi. Supposons qu'on ait une charge électrique immobile. Dans ce cas-là, pas de champ magnétique, on a juste un champ électrique. Considérons maintenant un observateur qui se déplace, qui passe à côté de la charge électrique. C'est toujours la même charge. Mais du point de vue de l'observateur, de son point de vue, c'est la charge électrique qui se déplace par rapport à lui.
Et selon les lois de l'électromagnétisme, cette charge en mouvement par rapport à lui implique l'existence d'un champ magnétique. Donc, selon les observateurs, il peut y avoir ou pas champ magnétique ou électrique. La décomposition en champ électrique ou magnétique dépend des observateurs. On peut donc dire vraiment que les champs électriques et magnétiques sont deux facettes pratiquement symétriques, les deux faces d'une seule pièce qui est le champ électromagnétique. Une seule entité qui se manifeste ou comme un champ électrique ou comme un champ magnétique. Et le champ électromagnétique rassemble les deux facettes, rassemble le tout. Les lois qui décrivent toutes ces relations entre les champs électriques et magnétiques s'appellent les équations de Maxwell. Et elles sont au nombre de 4. Une d'entre elles relie les charges au champ électrique, l'une d'entre elles relie les courants, c'est-à-dire les déplacements des charges au champ magnétique, et les deux autres disent comment les champs électriques et magnétiques varient ensemble. On a dit que le champ magnétique ne travaille pas, mais un aimant en mouvement provoque l'existence d'un champ électrique. Celui-ci peut travailler, et c'est la base des moteurs, dynamos et alternateurs. J'en ai donné l'exemple avec l'aimant qui passe dans une bobine et qui provoque l'apparition d'une tension dans la bobine, et donc qui peut servir par exemple à alimenter une ampoule. C'est exactement le principe d'une dynamo. Une dynamo fonctionne exactement comme ça. Ce sont des aimants en mouvement dans des bobinages qui font que l'on a une tension et un courant en sortie de la dynamo, ou un alternateur pour du courant alternatif. Et les moteurs fonctionnent dans l'autre sens. C'est le champ électrique, le courant qui est injecté, qui crée des champs électriques et magnétiques et qui permet de mettre l'ensemble en mouvement. Si l'on prend les équations de Maxwell, celles-ci ont une solution intéressante dans le vide, c'est-à-dire en l'absence de charge électrique, de courant ou d'aimant. Dans le vide, ces équations ont une solution sous forme d'ondes, une solution ondulatoire, donc, et qu'on appelle des ondes électromagnétiques. Celles-ci prennent la forme d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Le champ électrique varie dans l'espace de manière sinusoïdale et le champ magnétique aussi. Les deux sont perpendiculaires à la direction de propagation, donc les ondes se propagent comme ceci, et le champ électrique est perpendiculaire au champ magnétique. Et le champ électrique et le champ magnétique sont perpendiculaires à la direction de propagation. La vitesse de propagation des ondes électromagnétiques est en fait la vitesse de la lumière, parce que la lumière n'est rien d'autre qu'une onde électromagnétique. Dans le vide, elle vaut 300 000 km par seconde. Donc ce fut d'ailleurs une découverte importante au XIXe siècle, puisque on connaissait bien les lois de l'électricité et du magnétisme. Celles-ci avaient été étudiées par de nombreux scientifiques, très approfondies par Faraday, qui avait posé les bases des notions de champ. Mais Faraday n'avait pas les connaissances mathématiques nécessaires, c'était surtout un grand expérimentateur, il avait des doigts en or. Et c'est Maxwell, grand théoricien, qui a unifié le tout pour donner les équations dites de Maxwell. En fait, simplifiées, améliorées, simplifiées par Evisi. Et il a vite découvert que ça impliquait l'existence d'ondes électromagnétiques à 300 000 km par seconde. Et on soupçonnait que la lumière était une onde électromagnétique. Et à un moment donné, des expérimentateurs ont pu mesurer avec une grande précision la vitesse de la lumière. C'est les expériences de Fourier et de Fizeau. Et on est venu annoncer à Maxwell que la lumière se propageait bien à cette vitesse-là
Et évidemment, il en a été incroyablement satisfait. Ça lui a acquis une célébrité extraordinaire. Et lorsqu'il a publié son bouquin, son gros bouquin sur la théorie de l'électromagnétisme, il a dédicacé cela en disant théorie des tubes de force, comme on les appelait à l'époque, des tubes de force de Faraday. Alors, l'onde électromagnétique transporte une énergie qui est proportionnelle au carré du champ électrique. On peut le voir facilement en se souvenant que le champ électrique est associé à un potentiel électrostatique que nous avons vu. Et donc, dans la direction de propagation, on va avoir un potentiel qui oscille comme ça et qui se déplace. Et on peut le vérifier facilement si on place une charge électrique immobile sur le trajet d'une onde électromagnétique, telle qu'une onde radio. C'est le principe des antennes, en fait. L'électron va se mettre à osciller, donc il acquiert une certaine énergie. Il oscille parce que le champ électrique oscille, bien entendu, et donc il acquiert une certaine énergie que l'on peut récolter. C'est pas un moyen très efficace pour transmettre de l'énergie, parce que les ondes électromagnétiques ont tendance à se disperser, mais c'est un moyen très efficace pour les capter. C'est le principe des antennes. Alors, les différentes ondes électromagnétiques se ressemblent très fort. Le champ électrique et magnétique sont liés par des lois, donc à une valeur du champ électrique donnée correspond à une valeur du champ magnétique bien précise. Et à part des effets comme l'orientation du champ électrique, qu'on appelle la polarisation, deux ondes électromagnétiques ne se distinguent que par une chose, c'est par leur longueur d'onde ou leur fréquence. C'est les seules différences. Et alors, l'ensemble des longueurs d'onde est appelé le spectre électromagnétique. Donc, si on trace un spectre électromagnétique, on va avoir dans les grandes longueurs d'onde les ondes radio. Les ondes radio, ce sont les ondes électromagnétiques de plus grande longueur d'onde. Typiquement de l'ordre des longueurs d'onde de l'ordre du millimètre jusqu'à des longueurs d'onde de l'ordre du kilomètre. Ou même encore plus long. Simplement, les longueurs d'onde encore plus grandes sont difficiles à capter. Une antenne est efficace lorsqu'elle a les dimensions d'une demi-longueur d'onde. Donc, quand on a des longueurs d'onde de plusieurs kilomètres, on n'a pas des antennes de plusieurs kilomètres. Donc, elles sont peu efficaces. Et pour des longueurs d'onde encore plus grandes, on finit par ne plus rien capter du tout. À des longueurs d'onde plus courtes, on passe dans le domaine des infrarouges, où les longueurs d'onde sont typiquement de l'ordre du micron, c'est-à-dire le millième de millimètre. Le millième de millimètre, je dis bien. Puis on a la lumière visible, donc la lumière est une onde électromagnétique, en commençant par le rouge, toutes les lumières de l'arc-en-ciel, les couleurs, jusqu'à l'ultraviolet, jusqu'au violet, pour la couleur avec la plus courte longueur d'onde. Puis on passe aux UV, c'est-à-dire les ultraviolets, on repasse dans les rayonnements non visibles à l'œil nu. Les abeilles peuvent voir l'ultraviolet, mais nous, notre œil n'est pas équipé pour capter les ultraviolets. À des longueurs d'onde encore plus courtes, on a les rayons X, avec des longueurs d'onde typiquement du milliardième de mètre. C'est très court. Et à des longueurs d'onde encore plus petites, on a le rayonnement gamma, typique de la radioactivité, par exemple. Le spectre est donc particulièrement large, puisque l'on passe de millième, de milliardième de mètre à des kilomètres. Donc le spectre électromagnétique est extrêmement large, comparé au spectre, par exemple, des ondes sonores. Les ondes sonores, ça va de quelques millimètres à quelques mètres, ou quelques centaines de mètres pour les plus basses fréquences, mais c'est un court spectre, alors que le spectre électromagnétique est particulièrement large en longueur d'onde. Une forme de rayonnement intéressante pour nous, c'est le rayonnement thermique. Le
le rayonnement thermique, ce sont des rayonnements électromagnétiques avec des longueurs d'onde qui couvrent un certain spectre, une certaine largeur. Elles forment typiquement une courbe en cloche, comme ça, avec une longueur d'onde typique et une certaine dispersion autour. Le rayonnement thermique est émis par les corps chauds. Tout corps chaud, quel qu'il soit, émet un tel rayonnement. Il est assez proche de ce que les physiciens appellent le rayonnement de corps noir, c'est-à-dire le rayonnement qui serait émis par un corps idéalisé qui absorbe tout rayonnement. Et on montre assez facilement que ce rayonnement doit être universel, le même pour tous les corps noirs. Il ne dépend que de la température. La température des corps est plus ou moins proche du rayonnement du corps noir. Évidemment, un corps qui absorbe très mal les rayonnements électromagnétiques, comme un miroir qui les reflète, n'est pas un très bon corps noir. À température ambiante, le rayonnement correspondant se situe surtout dans les infrarouges, d'où le port de lunettes infrarouges pour voir la nuit. Vous avez certainement déjà vu ces images, où dans la nuit, tout apparaît sombre, mais où les corps humains sont assez brillants, parce que nous sommes à 37 degrés, donc plus chaud en général que la température ambiante. Des températures plus élevées, on rentre dans le spectre de lumière visible. Ainsi, par exemple, une lampe, les anciennes lampes à incandescence avec un filament, un morceau de métal qui est fortement chauffé, d'abord chauffé au rouge, puis au blanc. En fait, il finit par atteindre les violets, mais comme il émet toutes les couleurs, toute la bande ici, le mélange de toutes les couleurs donne du blanc. Et là, donc, on est typiquement dans le visible. Alors, si on monte encore plus en température, on passe dans les ultraviolets, puis après dans les rayons X, puis après dans les rayons gamma, pour des températures que l'on chiffre là en milliards de degrés. À l'inverse, des corps extrêmement froids, par exemple les nuages de gaz intergalactiques ou interstellaires, qui ne sont pas chauffés par une étoile, qui sont dans le vide spatial, ces nuages de gaz sont extrêmement froids, de l'ordre de moins 270 degrés environ, et ils émettent surtout des ondes radio, que l'on peut capter avec les fameux radiotélescopes, les grandes antennes des astronomes. Le Soleil, lui, a une surface qu'on appelle la photosphère, qui est à 6000 degrés. À cette température, le Soleil émet beaucoup de rayonnements visibles, mais aussi beaucoup d'ultraviolets, parce que c'est très chaud à 6000 degrés. Et ces ultraviolets, heureusement pour nous, sont en grande partie filtrés par notre atmosphère et surtout par la couche d'ozone. Il en reste juste un peu ce qu'on appelle les UVA et les UVB qui peuvent faire bronzer ou donner des coups de soleil. Et il reste par contre en grosse partie la partie lumière visible auquel notre atmosphère est transparente. On vérifie que l'énergie électromagnétique qui est émise par un corps qui rayonne de l'énergie thermique est équivalente à la chaleur. C'est la chaleur du corps qui s'échappe par rayonnement, d'où l'énergie électromagnétique qui rentre là aussi dans le giron, ce qui est logique. Elle était déjà rentrée, nous l'avions vu, dans le giron de l'énergie mécanique, et nous l'avions unifiée avec la chaleur. Et donc là aussi, forcément, il y a équivalence. Et on peut les mesurer, le vérifier facilement. On met un corps chaud dans une enceinte, on capte son rayonnement thermique, et on vérifie que l'énergie émise est égale à C, la capacité calorifique, fois la variation de température du corps. L'énergie émise par un corps chaud est en T4, c'est-à-dire le carré d'un carré. Ça augmente vite. En température absolue, température 10 fois plus haute veut dire 10 000 fois plus d'énergie. Donc ça grimpe très vite. Et c'est pour ça que un métal chauffé à blanc
lorsqu'il est blanc brillant, émet en fait tellement de rayonnement thermique que le simple fait d'approcher sa main, même sans le toucher, on se brûle. Parce que l'énergie émise est vraiment très importante. Voilà pour l'énergie électromagnétique et le lien avec le reste. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à une autre forme d'énergie assez différente de celle-ci, c'est l'énergie chimique. Je vous remercie.